Oui, donc par rapport à votre interpellation sur est-ce que le ministre a dit des bêtises ou pas, non, pas tant que ça. Enfin, il connaît bien son sujet. Alors par endroits, il est un peu, c'est normal, c'est un politique, il est un peu lyrique par rapport à quelques réserves que moi j'introduis sur notamment les effets intéressants du point de vue de la fertilité des sols, de l'augmentation de la teneur en carbone, où certes il y a des effets positifs, mais ils sont finalement assez ténus. Voilà, mais sinon, non, enfin de toute façon, il s'était quand même un peu inspiré de travaux de l'INRA pour lancer son initiative, et on lui est reconnaissant. Alors, on peut discuter l'initiative 4000, est-ce qu'elle était bienvenue ou pas. Nous, un gros effet positif qu'on a perçu, c'est de mettre ce coup de projecteur sur ce compartiment carbone du sol et l'importance des sols dans ce grand cycle du carbone, et que le cycle du carbone, c'est pas que des histoires de pétrole et d'énergie fossile, etc., mais qu'il y a aussi ces compartiments-là à considérer dans la vision d'ensemble. Merci, vous avez en tout cas parfaitement répondu à mon interpellation de départ. C'était très clair, très pédagogique et vraiment un grand merci. Simplement pour éclairer notre lanterne à nous qui ne sommes pas des agriculteurs, je vous demanderais peut-être de préciser deux termes. Les cultures intermédiaires, c'est quoi comme culture? C'est quel type? C'est quel type de culture et comment les enfouit-on dans le sol de façon très pratique? Deuxième question, vous avez parlé d'agroforesterie. Quel type d'association donc de culture et d'arboriculture peut-être est-ce qu'il est préconisé? Oui, alors les cultures intermédiaires, l'idée d'une culture intermédiaire, c'est, comme son nom l'indique, c'est une culture qu'on va semer entre deux cultures principales, destinées à être récoltées et commercialisées. Alors, je ne sais pas, un blé et un colza, ou un blé et un tournesol. Et dans l'intervalle entre ces deux cultures, par exemple le moment où on va récolter le blé en août et le moment où on va semer le maïs derrière en avril, il se passe plusieurs mois pendant lesquels on peut laisser le sol nu ou semer une culture dite intermédiaire qui va du coup faire un peu de biomasse pendant ces quelques mois d'interculture. Alors ces cultures intermédiaires, elles ont d'abord été introduites, et d'ailleurs on les appelait des CIPAN, cultures intermédiaires, pièges à nitrate. Elles ont d'abord été introduites dans le cadre de la politique d'amélioration de la qualité des eaux et de réduction des teneurs en nitrate. Et ce qu'on attendait d'elles, c'était que pendant la période d'interculture, elle pompe de l'azote et elle l'immobilise dans de la biomasse pour que cet azote ne parte pas, parce que l'azote a le défaut d'être très soluble, le nitrate, pour qu'il ne parte pas dans les eaux de percolation et qui rejoignent les nappes. Voilà, donc on les a d'abord qualifiées de culture intermédiaire piège à nitrate, et puis maintenant on se rend compte qu'elles rendent de multiples autres services, dont un stockage additionnel de carbone. Voilà, alors ça peut être des graminées, ça peut être des légumineuses, ça peut être des mélanges, voilà. Et puis récemment est apparu quelque chose dont on a entendu parler hier, les CIV, cultures intermédiaires à vocation énergétique, où là l'idée c'est faire pousser la culture intermédiaire, toujours pendant cette période d'interculture, de récolter la biomasse aérienne et de la mettre dans un méthaniseur pour produire du biogaz et avoir un effet de substitution à des énergies fossiles, et puis quand même un petit effet stockage de carbone, mais moindre, du fait qu'il reste quand même les racines et puis la base des tiges qui retournent au sol.
Voilà. La deuxième question, c'était l'agroforesterie. Oui, alors là, je ne suis pas spécialiste, et puis mon rôle n'est pas de faire des préconisations, mais l'idée de l'agroforesterie, oui, c'est d'introduire des rangées d'arbres dans plutôt des grandes parcelles, hein, et ça peut être des arbres qui peuvent avoir une vocation bois d'œuvre ou bois énergie ou éventuellement en production, ça peut être des noyers, des choses comme ça. Et l'idée, c'est d'associer grande culture et production basée sur des arbres. Merci. Alors, des questions? Je vous demanderai de vous déplacer, le câble va être un peu court. Ok. Bon, ben d'abord, un grand merci pour cet exposé vraiment très, remarquablement pédagogique. Et puis alors, juste une remarque là, qui m'est venue quand on s'est mis à rire parce que le ministre s'était inspiré de l'INRAE. Et ben on regrette que les ministres plus souvent s'intéressent aux résultats de la science. Et bon, ma question n'était pas du tout là. Vous avez été très clair, vous avez expliqué que les prairies permanentes, c'était un élément important de stockage. Dans l'exposé précédent, on nous a expliqué qu'il fallait réduire drastiquement nos consommations de viande de ruminants. À partir de quel moment on va commencer à mordre dans les stocks? De quel moment ça risque de nuire au... Parce que je suppose qu'il y a de la viande pas mal qui est importée. Oui. Oui, non, mais c'est une bonne question, et c'est des questions sur lesquelles on travaille, parce qu'effectivement, on tombe sur des contradictions ou des hiatus, quand on dit ah ben, il faut manger moins de viande rouge, donc moins de ruminants. Or, les ruminants, ils valorisent les prairies, et dans les prairies, on ne peut pas forcément faire de la culture, et si on fait de la culture, c'est des stocks en moins, et c'est effectivement un argument beaucoup utilisé par les filières animales, hein, cet argument, oui, mais grâce à nous, il y a des prairies. Alors, je veux surtout pas faire le procès des productions animales, comme ça a été dit, hein, déjà un bœuf à l'herbe et puis un bœuf en feedlot modèle américain, c'est pas la même chose du point de vue bilan de gaz à effet de serre. Alors l'argument, donc il y a des optimums à trouver. Les résultats scientifiques montrent que un monde idéal du point de vue climatique, c'est pas un monde sans animaux, c'est un monde avec moins d'animaux, où on consomme moins de viande, mais c'est pas un monde vegan, parce que les animaux, effectivement, et ça aussi Stéphane Le Foll en a beaucoup parlé, les animaux ils contribuent au grand cycle de l'azote, du carbone, donc ils ont un rôle positif. Le problème c'est s'il y a trop d'animaux, mais le but c'est pas d'avoir zéro animaux. Alors je réfute un petit peu l'argument ah oui, mais s'il n'y avait pas d'animaux, il n'y aurait pas de prairies, et donc il y aurait des stocks de carbone en moins. On peut contester ça parce que s'il n'y a pas d'animaux sur une prairie, la prairie, en tout cas chez nous, elle devient forêt. Et si c'est une forêt, c'est des stocks de carbone équivalents dans le sol à celle de la prairie, et c'est des stocks supérieurs si on tient compte du stock de carbone dans la biomasse. Le problème des émissions liées aux productions animales, bon alors bien sûr il y a les émissions de méthane entériques, mais c'est beaucoup les émissions liées aux surfaces fourragères pour nourrir les animaux. Le maïs qu'on cultive pour ensiler, pour nourrir les animaux, et les émissions de N2O, etc., qui vont être liées à ce maïs. Donc c'est beaucoup sur ce levier-là qu'il faut jouer aussi, quoi. C'est réduire les surfaces de production végétale dédiées à l'alimentation des animaux. Oui, ça marche. Oui, formidable. Oui, merci pour cet exposé très très clair. Une question concernant les équilibres. Dans les émissions de CO2 ou dans ce que vous avez décrit, on est hors équilibre. On additionne du CO2 sans arrêt dans l'atmosphère. Le système, on ne le laisse pas se mettre à l'équilibre parce qu'on continue d'émettre l'année d'après, etc., etc. Si du jour au lendemain on cesse d'émettre,
il y a divers processus avec des échelles de temps variées, compliquées, etc., qui vont faire que la concentration en CO2 dans l'atmosphère va tendre à diminuer, etc. Ici, il y a la même question qui se pose. Vous mettez 4 pour 1000, 5 pour 1000, 6 pour 1000, etc., tous les ans, 30 ans, vous arrêtez de faire ça, vers quoi vous relaxez? Oui. Alors, comme j'ai dit, hein, le stock de carbone dans un sol, un temps T, c'est comme une baignoire qui se remplit et qui se vide. C'est-à-dire qu'il y a des entrées de carbone régulièrement, et puis il y a en permanence des sorties de carbone par minéralisation. Et le stock, c'est la différence entre ces deux choses-là. Et ça met du temps, effectivement, à s'équilibrer. Mais si on augmente les entrées de carbone, on va augmenter le stock. Mais à mesure que le stock va augmenter, les sorties par minéralisation vont augmenter aussi, parce qu'il y a des équations du premier ordre là derrière. Et donc forcément, le stock va tendre vers un nouvel équilibre. Si on augmente les entrées, les sorties vont augmenter aussi, et puis on va atteindre un nouvel équilibre plus élevé qu'avec les pratiques anciennes, mais quand même, c'est pour ça que je disais, on ne peut pas augmenter indéfiniment un stock. On atteint un nouvel équilibre. Alors, un stock de carbone dans un sol, ça met du temps à s'équilibrer. Hein. Il faut plusieurs dizaines d'années. Voilà. Et alors après, si effectivement on arrête les pratiques stockantes, donc on diminue les entrées, ben le stock va se mettre à diminuer. Et alors le souci, c'est qu'il diminue plus vite qu'il n'augmente. Ça, c'est un souci. Mais quand même, oui, alors, autant je disais, dans ce qu'a dit le ministre hier, il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'étais d'accord. Quand il a dit, c'est une expression, enfin c'est une vision qu'ont parfois les gens, attends, si on laboure, on va perdre tout le carbone. Non, c'est pas si immédiat que ça, c'est des processus quand même lents. Donc l'arrêt des pratiques stockantes ne se traduit pas par un relargage massif en un temps court, mais quand même par une rediminution. C'est pour ça que c'est très important de se poser la question de la pérennisation. C'est bien d'augmenter les stocks, mais il faut aussi se poser la question de comment on fait pour conserver les stocks élevés. Ça faisait partie des controverses oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup de craintes. Enfin, ça fait partie des débats par rapport à, ben oui, dans le fond, la PAC, elle pourrait conditionner les aides données aux agriculteurs au fait qu'ils mettent en œuvre des pratiques stockantes. D'autant que, alors, on n'a peut-être pas le temps de développer tout ça, mais il y a des pratiques stockantes que les satellites savent voir, et donc on pourrait vérifier que effectivement les cultures intermédiaires sont là, ou les prairies temporaires sont là. Mais l'Europe n'a pas envie de donner de l'argent pendant des années, et puis qu'ensuite, l'agriculteur prend sa retraite, et puis le successeur il arrête, et puis on repère, donc on a payé pour quelque chose, et puis finalement on le repère. Donc c'est une vraie question, ça. Merci. Une nouvelle question de notre prochain conférencier. Merci. La stratégie nationale bas carbone, elle définit une France en 2050 qui est neutre en carbone. Ce neutre étant le delta entre 100 millions de tonnes équivalent CO2 par an d'émissions, je ne sais pas si je dois les qualifier de résiduelles, et 100 millions de tonnes stockées par an, dont une partie dans les sols agricoles et forestiers. Si on prend à leur meilleur niveau possible toutes les hypothèses que vous avez utilisées dans votre travail, qu'est-ce que représente le stockage dans les sols agricoles français en 2050 par rapport à cet objectif de 100 millions de tonnes équivalent CO2 stockées en France pour compenser les 100 millions de tonnes résiduelles émises? Mais oui, la réponse est un peu dans la... Puisque je disais, on est dans les 5 millions de tonnes par an qu'on pourrait stocker en plus, alors qu'il faut doubler les puits de carbone. Alors moi j'avais en tête pas tout à fait 100 mais 80, mais enfin c'est les mêmes sortes de grandeur. Donc 5 versus 80, on n'y est pas. Donc ça veut dire que très clairement stocker plus de carbone dans les sols c'est un levier, mais il en faut d'autres. Et notamment
ce à quoi on pense, c'est augmenter les surfaces forestières, par exemple, avec après les questions à mettre en regard de autonomie alimentaire, maintien de notre capacité à l'export de produits agricoles, etc. On prend encore une question de quelqu'un qui vient d'une autre région viticole, celle des côtes du Jura, en l'occurrence. Aussi. Bonjour. Moi, c'est une question un peu à la marge, un peu humoristique, mais pas que. Elle concerne des petites surfaces marginales, cultivées, et qui pourraient avoir un effet pédagogique et aussi favorable à l'effet colibri. C'est qu'est-ce que vous préconisez à chaque Français qui rêve d'une maison individuelle avec un gazon? Et quelle bonne pratique pourrait-on recommander à chaque Français pour travailler son gazon? Non, mais je prends la question. Il y a pas très longtemps, j'intervenais dans alors c'était en région parisienne, une fête des plantes où il y avait, alors c'était surtout des jardiniers. Alors moi, je leur parlais, voilà, de mes chiffres planétaires, et puis évidemment la question c'était, moi dans mon petit jardin de pavillon de banlieue, qu'est-ce que je peux faire? Bon, alors voilà, moi, face à ces questions, je dis la réalité que vous avez déjà entendue. La France, c'est à peine 1% des émissions mondiales, donc même la France tout entière, elle pèse pas très lourd, et l'avenir de notre climat dépend beaucoup plus de ce qui se passe en Chine que de ce qu'on fait chez nous. Bon, alors ça peut être extrêmement démobilisateur. Bon, alors tout de suite, je dis, pour autant, il ne faut pas ne rien faire, comme vous dites, faut donner l'exemple. Et puis, je crois que je ne sais pas si le terme est juste, les analyses sociologiques ou les comportements, les gens qui analysent les comportements nous disent que l'expérience prouve que quand on pose un acte dans un domaine, aussi mineur et insignifiant soit-il, ça va avoir pour effet que, par je sais pas, souci de cohérence, on va aussi poser des actes ailleurs, et du coup, voilà, c'est ça qui fait que de proche, il ne faut pas se dire que non, ça c'est pas la peine, ça sert à rien, parce que voilà, peut-être que si on fait quelque chose dans son jardin, mais on va aussi ne pas prendre son SUV pour aller acheter son pain, et puis on va aussi, voilà. Donc tout est bienvenu. Voilà. Alors oui, moi mes jardiniers, je leur disais, comment peut-être, déjà, on a entendu, manger local, manger de saison, réduisez votre gaspillage, tout ça, mangez moins si vous mangez trop. Et puis, dans votre jardin, oui, faites votre compost au lieu d'aller l'acheter avec, je ne leur disais pas comme ça, avec votre SUV dans le jardinland. Tout ça, ce sont des actes, oui, qui pèsent pas lourd, mais qui sont signifiants, quoi. Merci beaucoup. On va devoir arrêter là cette séance de